quand tu traces comme ça, tu y vas direct? Ah non, moi, ça commence toujours en dessin, en 2D. Tu vois là, par exemple, mon dessin. Une fois que j'ai mon idée, j'ai choisi mon savon pour sa taille, sa couleur, et que du coup j'ai défini si je fais un truc petit, pas trop compliqué, ou plus grand, où je peux faire plus de profondeur et plus de détails par exemple. Je me complique pas la vie, je prends mon savon et je trace les contours sur un papier. D'accord. Pour être sûre d'avoir un dessin à la bonne échelle déjà. Et puis je fais mon dessin, et en général je me contente de le reproduire. L'exposition à la demeure du chaos, Ouais. c'est étrange, non, quand même? Ouais. Non mais, parce que... Ah oui. Quand même. Ouais, je pense que j'ai toujours pas réalisé. Ouais, j'avais des amis qui auraient tué père et mère pour faire un truc là-bas. Ouais. Parce que c'est dans un délire, dans une imagerie, dans un univers un peu sulfureux comme ça. Que moi je suis pas du tout là-dedans. C'est un double plaisir du coup. Parce que c'est juste complètement décalé que j'expose mon boulot là-bas. Ça s'est super bien passé. Ouais, je trouve qu'ils prennent soin quand même. Hein. Ah ouais, alors là, on a été chouchoutés, hein, ils nous ont jamais laissé tomber. Et c'est des grands bosseurs, alors il n'y avait rien qui était laissé au hasard. Ça c'est super, vraiment. Je pense que vu cette expo-là, ça m'aurait fait mal de pas... Tu sais, ça me permet de m'inscrire dans le lieu, de faire des sculptures exprès pour eux. C'est ma façon de m'inscrire sur cet événement, sur ce lieu, de me légitimer aussi, tu sais. J'ai pas sculpté sur place, mais on n'arrêtait pas de passer, de s'occuper des trucs. Et ça m'a permis de découvrir le lieu vraiment bien, vraiment autrement. Et d'aller beaucoup plus loin que toutes les apparences dans lesquelles moi aussi j'étais tombée d'ailleurs. Ouais. Oui, il y a une énergie qui est considérable. Hein. Ce que j'entends dire de plus en plus maintenant que je fais gaffe, c'est que t'as une apparence très négative, très noire, agressive, et que finalement t'as beau ressentir ça, tu restes, t'as envie de rester, t'es bien là. C'était pas gagné du tout. Après, le jour où on m'a dit tiens, regarde, il y a un conteneur tout rose, est-ce que ça t'intéresserait pas d'exposer dans celui-là en particulier? Pour moi, c'était Noël. Évidemment, du coup, tout le lien qu'aurait pu manquer si j'avais exposé mon travail de but en blanc dans un espace vraiment style demeure du chaos, tout noir, avec des graphes partout, les gens se seraient vraiment posé des questions. Qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire en prenant cet artiste parmi les autres? Là, ça faisait le lien tout de suite. Mon métier? Tes métiers? Je ne les définis pas, je suis même pas sûre que ce soit des métiers concrètement, quand t'arrives pas réellement à en vivre. Pour moi, la question c'est que c'est pas un métier, c'est un peu la douleur du truc. J'ai pas l'impression d'avoir un métier, c'est pas le terme. Et du coup, j'ai encore oublié ta question. Bah, comment tu te débrouilles? Et ben moi, j'ai la chance qu'on m'aide financièrement. Du coup, j'ai le RSA surtout, j'ai des aides pour le logement, et au besoin, ma mère, elle me donne des thunes. Ouais. Et pour elle, c'est une chance de pouvoir m'aider, et elle s'en prive pas du tout, et pour elle, elle voudrait pas que j'en profite pas. Et alors là, l'atelier, vous le partagez à plusieurs, c'est ça? T'as trouvé un plan pour... Oui. L'idée, c'était déjà des illustrateurs, ils étaient plusieurs, moi j'ai repris une des pièces, et pour que ça soit moins cher, j'ai trouvé 3 autres personnes pour partager cette pièce-ci. Du coup, c'est largement suffisant. Si on est illustrateur ou graphiste, on a besoin surtout d'un bureau, une étagère pour mettre son bordel et ses bouquins. Et tu vois, moi j'ai fait des études d'illustration parce que je voulais pas forcément... j'avais vu que mon père, il avait quand même des difficultés à trouver du taf en étant dessinateur ou artiste ou quoi. Moi, je voulais avoir fait les études qu'il faut pour avoir une formation, être en lien un peu avec comment ça fonctionnait réellement. Moi, je voulais que mon boulot soit diffusé. À travers le livre, ça me paraissait évident.
Je voulais pas vendre un truc à un vieux monsieur plein de thunes et qu'on le revoit jamais plus. Ça me dérangeait pas, mais je voulais que ça soit diffusé de toute façon. Donc le livre, c'était... Et du coup, je voulais faire des dessins dans des livres. Sauf qu'en fait, mes dessins, qui étaient vachement érotiques en plus, dans le fond, c'était une monographie qu'il me fallait. Donc j'ai mis des années à comprendre que, si je voulais faire vraiment les dessins dont je rêvais, et ça serait pas édité dans des bouquins, à moins d'abord d'exposer et exposer jusqu'au jour où éventuellement j'aurais un catalogue qui serait diffusé, mais c'est encore une autre histoire. Et ça m'a mis des années à comprendre que finalement j'avais un profil d'artiste pur et dur, et ça me faisait chier de l'admettre. Parce que j'ai vu la difficulté que c'était, et comme ça t'use, et comme t'es dans des affres, ça te fragilise. Tu vois, moi je voulais quand même avoir des gens qui m'embauchent qui m'embauchent avec plaisir pour ce que je fais, et pas juste tu sois tout seul à faire ça parce que tu peux pas t'en empêcher, et que si tu vends pas, après c'est une autre histoire, et que tu vends pas forcément. Et étrangement, là je me retrouve... D'ailleurs plutôt heureuse, plasticienne, alors ce terme déjà, ça me fait rire. Voilà, je me retrouve à être plasticienne et à exposer dans des galeries. Alors moi les galeries c'était vraiment pas ma tasse de thé. Et je suis bien, en fait. Là, putain, j'ai ma place actuellement et ça m'apporte beaucoup plus de satisfaction que quand j'essayais d'être dans l'illustration et qu'on me disait que je faisais des trucs géniaux mais que ça correspondait pas à ce qu'ils voulaient. Ou alors que mes dessins alimentaires étaient beaucoup trop classiques et que c'est pas ce qu'ils cherchaient, qu'ils voulaient un style pour des filles de 6 à 7 ans et que moi j'avais fait pour des filles de 7 à 8 ans. Mais ça marche comme ça, c'est juste que ça devait pas être mon truc, quoi. Moi, depuis que je suis gamine, je fais des dessins avec des bonnes femmes à poil. Avant, c'était des princesses, et puis après, elles étaient plus habillées. Mais j'étais encore toute jeune, et puis ça a continué. Là, je sais pas, je fais même plus de dessins érotiques. Bon, alors, il y a des moments de grand vide, et en même temps, mon univers, il est toujours aussi présent, construit. Il se développe dans mes rêves aussi. Depuis toujours, t'as fait des dessins érotiques, c'était comme ça. Ouais. Enfin, je considère qu'ils étaient érotiques. Pour moi, il y avait une sensualité dans mes sensations quand je dessinais. Tu sais, finalement, quand tu vois les petites filles qui dessinent des princesses avec des nichons, des décolletés et des diadèmes, c'est quoi ? Elles rêvent d'être cette princesse-là, dans des robes en satin, il y a un truc très... Tu joues pas que t'as un bébé, là-dedans, c'est du désir pour le futur, je sais pas. Je crois que j'ai toujours été animée d'une pulsion de vie qui finalement était pas loin de l'érotisme, même gamine. Je vais pas raconter les jeux de mes petits poneys, mais... moi je sais pas, dans les cours de psychologie de l'enfant qu'on a eu parce que je faisais des études d'illustration, ils disent qu'il y a une période de latence où les mômes, ça leur passe complètement à côté. Faudrait peut-être la redéfinir, la période de latence. Enfin, je veux dire, c'était pas un vieux langage d'avant où on disait que les mômes n'avaient pas de sexe et que ça arrangeait tout le monde. Ma prof, elle était revenue de ça depuis longtemps, c'était pas ça du tout qu'elle disait. Mais quand même, moi je trouve qu'en fait, t'as une libido qui trouvait sa place aussi dans les jeux. Et moi, je crois que je l'ai toujours mise dans mes dessins, Et que d'ailleurs, c'était un moteur génial. Enfin, de toute façon, finalement, t'as quoi dans la vie ? T'as les pulsions de vie, les pulsions de mort, Tu les appelles comme tu veux. Mais, voilà, de la pulsion de vie. Et qu'en plus, tu peux même jouer avec cette énergie pendant que tu dessines. Et ça c'est quelque chose. Si tu dessines quelque chose d'érotique, tu te concentres dessus... Tu ouvres des portes incroyables en fait. C'est presque... C'est pas comme de la méditation, mais c'est pas loin, tu sais, tu canalises des choses. Et quand c'est des choses aussi concrètes et aussi fortes, là tu le sens... Tu sens que tu fais quelque chose, quoi. J'ai mis quand même beaucoup de choses dans chaque sculpture, beaucoup de références diverses, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie de transmettre des trucs. L'intérêt du truc, c'est que j'ai pas eu besoin des mots.
moi je lègue quelque chose, oui, je lègue juste voilà, pour un futur presque immédiat, pour quelqu'un qui est pas là au moment où je suis dans la pièce, qui sera là après. Moi j'aurais juste laissé la sculpture et ça va lui faire quelque chose. Et sinon je le ferai pas, il faut absolument que ça lui fasse quelque chose. Ouais. De la même façon que finalement t'as d'autres choses qui agissent sur toi. Moi je voudrais que mes sculptures elles agissent sur quelqu'un, un peu comme quand tu te retrouves face à un menhir et que tu comprends pas pourquoi il t'arrive des choses incroyables, rien de particulier, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui a habité. J'irais pas parler d'énergie ou quoi que ce soit, et pas forcément besoin de ça, juste tu dis mais putain, il y a quelqu'un qui avait ça il y a combien de temps, il a laissé ça là, c'est bien plus résistant que lui. Ça dépasse complètement sa condition d'être à lui, à moi, à nous tous, on comprend rien, et ce que ça nous fait, on n'a même pas de mots, c'est beaucoup plus fort. Ouais, moi je trouve... c'est là où faire une œuvre d'art prend un intérêt plus fort que tout. Donc oui, c'est pour ça que je le fais. Mais je crois que c'est bien parce qu'on est plein d'angoisse de rien laisser derrière soi. Donc c'est de la transmission. Donc c'est la transmission. Donc c'est laisser une trace à tout prix. Et que les autres. Et faire en sorte que les gens se rendent compte que tu crées un objet vivant en fait. Hein. Et un objet actif en tout cas. Ce que j'adore, c'est qu'ils sentent jamais pareil. Et c'est. Tu sais, c'est presque calmant l'odeur d'une savonnette quand elle sent bon, comme ça. Il y en a une qui sent super bon, c'est un savon Dior. Eau sauvage. En plus, ça sent dans toute la pièce depuis des mois. Mais des fois, quand tu sculptes, t'en peux plus, t'en as plein le nez. Ça fait une poussière un peu grasse. Ah ouais. J'en ai plein sur mon clavier. C'est propre au début, mais il faut quand même te laver la main, te laver les mains toutes les heures, sinon t'en peux plus. Ah bah ouais. Ah, c'est marrant, t'as des copeaux de savon partout. Il y a un truc extraordinaire avec Rodolphe, c'est qu'il a toujours soutenu mon travail. Ah, tu vois. Et c'est Rodolphe qui s'il n'y avait pas Rodolphe, j'aurais sûrement pas eu la place que j'ai, j'aurais pas rencontré les gens que j'ai rencontrés. Il a suivi mon travail, il a mis mon travail en valeur toutes les fois qu'il a pu. On était devenus un peu potes, tu vois, mais on est pris dans d'autres choses les uns les autres. Finalement, on n'a même pas le temps de se boire des pots ensemble. Par contre, il n'oublie jamais de montrer mon travail. On m'a dit encore récemment qu'il avait réussi à montrer mon boulot à quelqu'un qui visitait la Biennale ou je sais plus quoi. Moi, je suis étonnée de cette douceur lyonnaise qui existait aussi avant notre expo à la demeure, mais quelque chose de très familial. Hein. Ouais, complètement.